Bon, donc ce soir, on a le plaisir de vous présenter cet ouvrage de l'APM qui s'appelle Corps en discordance, somatose et psychose, sous la direction d'Ouchang Guiliardi. C'est édition APM et EDP Sciences 2017 et ça fait 368 pages. C'est beaucoup. C'est quand même beaucoup. Le livre est assez épais, un peu lourd, pas facile de le transporter avec soi pour le lire dans le bus, dans le métro, mais enfin, comme disait Ouchang, c'est pas fait pour ça. Il faut le lire tête reposée, bien calé dans son fauteuil, de façon à ce qu'on ait le temps de comprendre. 20 contributions par 19 auteurs, puisque l'un d'entre eux en a écrit 2. Et évidemment, c'est Ouchang Guiliardi. Alors, comment on va s'y prendre? Écoutez, moi je vais faire d'abord un survol général de l'ouvrage, de façon à vous décrire la table des matières, la liste des auteurs, et puis quelques mots sur chacun des articles. Après quoi, les deux collègues qui sont ici feront des commentaires sur certains d'entre eux, sur certains des articles. On ne pourra pas commenter à fond tous les articles, il n'y a pas le temps, il y a un deuxième ouvrage derrière, donc c'est un peu trop compliqué. Donc on s'excuse d'avance auprès des auteurs qui ne seront pas commentés à fond, mais peut-être que dans d'autres séances de l'APM, il y aura des reprises. Mais en tout cas, moi je vais essayer dans mon introduction de parler de chacun. C'est un ouvrage qui présente l'avantage de regrouper des contributions d'auteurs très différents. Il y en a qui sont très connus, il y en a qui sont moins connus. Il y en a qui parlent de façon assez théorique, le langage est parfois difficile d'accès, et puis il y en a d'autres qui partent directement de leur clinique, qui élaborent à partir de ça. Et ça fait un ouvrage très, très plaisant, finalement. Il a l'air lourd comme ça au départ, il a l'air compliqué, il y a beaucoup d'entrées, mais quand on l'a lu 2 ou 3 fois, ça va. Le thème, alors moi j'ai appris, parce que j'étais pas là à l'époque, j'ai appris que c'était la reprise d'un travail de 2 ans dans le séminaire de l'APM du jeudi soir, consacré à la forclusion. Forclusion n'est pas un mot qui apparaît dans le titre. Le titre, c'est Corps en discordance, somatose et psychose. Bon, on pourra s'interroger sur pourquoi finalement on n'a pas mis forclusion dans le titre. Peut-être que ça veut dire qu'au fur et à mesure des contributions, on s'est aperçu qu'il y en avait plusieurs. Il y avait des approches un peu différentes de la forclusion. Il y en a qui considèrent que c'est une opération, ou le résultat d'une opération. Puis qu'il y en a qui trouvent que c'est pas de forclusion qu'il faut parler, c'est d'autre chose, etc. Donc finalement, on a là un espèce de bouillonnement qui finalement apporte une matière assez riche, assez agréable. On peut lire chacun des articles séparément, si on veut. Mais on a intérêt quand même à les lire tous. Moi, c'est ce que j'ai appris en lisant ce livre, c'est qu'on a intérêt à les lire tous, parce qu'au bout du compte, on finit par trouver des fils conducteurs, des renvois des uns aux autres, voilà, qui sont intéressants. Il est présenté sous la forme de 4 chapitres, et à chaque 4 parties, pardon, et à chaque partie, on a donné un titre qui est une référence musicale. Alors il y a une ouverture, un vibrato, un andante et une polyphonie. Alors l'ouverture. L'ouverture, elle est signée ici Ouchang Guiliardi, et Ouchang affiche d'emblée la couleur avec un titre provocateur, Jouissance barbare. Apparemment, cette jouissance et de barbarie qu'on va parler dans cet ouvrage, on suppose que c'est l'introduction. Mais il y a quand même une certaine surprise. On s'attendait à ce qu'il annonce des histoires de corps souffrants, de délire, de maladies somatiques gravissimes, de folie, de coupures dans la chair, d'errance, de déclenchement. C'est de religion qu'il nous parle. Plus précisément des religions du livre,
de l'instauration d'un tout-puissant et de ses représentants sur Terre, et en fin de compte de la castration, de l'hypothèse d'une part psychotique et d'un tropisme totalitaire en chacun, et d'un antisémitisme qui serait de structure chez tout par l'être. Donc on va sûrement parler de grand autre et de réel, de la nouvelle religion qu'est la science médicale et de ses représentants chargés d'opérer dans la chair, de la façon de sortir des conflits psychiques et somatiques par le langage. Ce texte sera repris plus tard par Jean-Claude Aguerre. Alors Vibrato est la première partie finalement des trois grandes qui constituent le livre. En musique, Vibrato est une technique d'interprétation destinée à rendre un son plus expressif en faisant varier très légèrement et très rapidement sa hauteur. Alors ici, on a choisi trois interprètes de talent pour faire vibrer le concept de forclusion lui-même, histoire peut-être d'aiguiser l'oreille, de la faire se tourner dans plusieurs directions, tout en faisant entendre qu'on ne sera pas vraiment dans la facilité. Et sous le titre « Tuer le mort », Paul-Laurent Assoun s'intéresse à la forclusion maniaque comme solution au réel mélancolique. Il rappelle d'abord l'invention de la forclusion par Lacan à partir de la Verwerfung freudienne. Il résume ensuite sa thèse sur la manie comme une énigme du renversement de la mélancolie en son contraire. Et enfin, il renvoie à son ouvrage sur la fête révolutionnaire, où l'épisode de l'exhumation des rois de la nécropole de Saint-Denis en 1793 lui paraît illustrer le passage de la forclusion au collectif. Alors, je n'en dis pas plus maintenant, car c'est aussi Jean-Claude Aguerre qui présentera ce texte tout à l'heure. Dans le chapitre suivant, Gérard Pommier interroge le rapport de la psychosomatique aux psychoses et aux névroses. En fait, Pommier nous livre sa propre conception de la forclusion, de sa genèse par Lacan, de ce à quoi et comment elle s'applique. D'où vient-elle? Quels en sont les effets? Pour lui, la forclusion porte en réalité sur le parricide, ou même sur les potentialités du fantasme parricide, plutôt que sur le nom du père. C'est ce fantasme qui serait forclos dans les psychoses, ce qui annulerait le refoulement de tous les autres fantasmes originaires, donc la structure grammaticale de la pensée. Cela a des conséquences majeures sur l'approche des somatisations dans lesquelles le langage d'organes prend le dessus du fait du collage du mot sur la chose, et non pas, comme Lacan le dit, du collage d'un signifiant à un autre, dans l'holophrase. Laurent Delhomeau va travailler ce texte tout à l'heure et peut-être nous aider à ronger l'os de l'hypocondrie ou des phénomènes psychosomatiques, comme nous y invite Pommier en conclusion de son article. Ronger l'os. Et Vibrato se termine avec à nouveau un texte de Ghigliardi, intitulé Psychose somatique et psychose psychique. Alors là, retour à la forclusion du nom du père, forclusion avec un grand F, concept majeur dont l'auteur se propose de réévaluer les conséquences tant cliniques que théoriques. Il remet en cause l'idée que les structures sont étanches et que les sujets y seraient enquistés à jamais par la cécité des adeptes des diagnostics. Contre toute évidence, dit-il. Mobilité dans la structure, passage fugace ou durable d'une structure à l'autre sont le lot commun de tout par l'être. Est-ce à dire que ce qui distingue le normal du pathologique, c'est la forme que revêt l'imaginaire psychotique présent en tout un chacun lors de l'événement traumatique? Selon que cet imaginaire persiste comme unaire, sous le déni de toute atteinte, ou qu'il se brise, engendrant souffrance, plainte, demande de soins. Ce qui distingue les positions névrotiques et psychotiques, c'est la plus ou moins grande possibilité d'en revenir ou pas en cas de trauma, selon que la jouissance appelée est phallique ou grand autre. Et ce qui caractérise les somatoses, puisque c'est lui qui introduit ce terme dans le livre, qui seraient des psychoses physiques, c'est, à la différence des psychoses psychiques, l'absence de représentants représentatifs du grand autre. L'absence de représentants représentatifs accessibles à la conscience. La maladie peut être une tentative de retrouver la jouissance pour la survie ou pour la mort s'il n'est pas possible de l'aborder.
Alors je cite, page 85, « Soigner une somatose nécessite une représentation de l'autre, avec un grand A, lui bricoler un nom, l'incarner dans la figure du soignant, du religieux, etc. Les déclenchements des somatoses seraient à entendre comme des décompensations psychotiques ou névrotiques selon leur destin. » Et ce texte sera commenté par Laurent Delhomme. Alors maintenant, passons à la partie suivante qui s'appelle Andante. Andante va nous servir essentiellement des morceaux choisis de clinique. Andante est normalement un mouvement lent. Peut-être que le choix de ce titre est une invitation à lire ce chapitre sans se presser, en prenant son temps pour en apprécier la composition. Alors Madame Geneviève Vialébide revisite ici le cas des sœurs Papin, cas paradigmatique dans la formation du jeune Lacan. C'est la relecture aussi d'un propre travail que vous avez fait, que vous avez publié en 2000 et 2001 au terme d'une longue recherche, je crois. Alors il faut relire dans cette version l'histoire des sœurs Papin et de leur mère, telle qu'elle est ici écrite, avec une sensibilité et une profondeur toutes particulières. Crime sans justification, tout ayant été dit dans l'acte même. Passion narcissique, filles objets exclusifs de leur mère, délire à deux, destin vers la folie pour l'une, vers la mer pour l'autre. L'analyse ouvre ici vers quelques enseignements présentés avec prudence et simplicité, tirant parti au mieux du travail de Lacan sur le stade du miroir et sur la forclusion du nom du Père, et prolongeant la fonction heuristique du cas. Un cas de clinique indirecte, donc, mais un cas merveilleusement bien présenté. Sur les bords du réel est un chapitre écrit à plusieurs voix qui rend compte d'un travail de Cartel sur la pratique hospitalière des 5 auteurs. Là, on passe à la clinique directe. Martine Dombrowski décrit le quotidien de cette écoute psychanalytique à l'hôpital, au cœur d'une clinique du fracas, où il s'agit de créer les conditions d'une rencontre. Le sujet, pris dans les raies du discours médical, tourne en rond, à la recherche d'un nom à mettre sur ce qu'il a à montrer, façon de s'arrimer à quelque chose. Martine fait un moment l'hypothèse d'une fixation de jouissance mélancolique, puis ouvre toute une série de questions. Ce corps qui se met à dysfonctionner, de quel corps s'agit-il? De quoi parle-t-il? Corps pulsionnel, corps imaginaire, corps homéostasé. L'organe tient-il lieu de suppléance au signifiant manquant? Peut-on parler de décompensation organique? Christian Jordan interroge sa clinique à partir du concept de forclusion et du couple forclusif-discordentiel, et c'est la notion de discordance qui lui convient le mieux. Quelque chose vient faire discordance dans le discours du malade, qui témoigne d'une couche sédimentaire cachée derrière le discours maîtrisé du simulacre social. À propos de 2 cas d'AVC, l'un avéré, l'autre pas, l'auteur montre comment l'écoute psychanalytique peut permettre de repérer des discordances qui cherchent à se faire entendre. Agnès Dutoit, toujours dans ce chapitre, dans ce cartel, rend compte très finement d'une rencontre qui a duré 6 années avec une malade souffrant d'un cancer de la langue évolutif. 6 années de travail pour libérer la parole et le libre arbitre, ramener du désir et permettre qu'à la fin, rien ne soit cédé de la liberté de la patiente. Michel Ney témoigne aussi des avancées permises par l'inscription progressive à l'hôpital de la consultation psy, comme partie intégrante du protocole de soins en chirurgie maxillofaciale. C'est d'un témoignage qu'il s'agit ici, qui ouvre à la question de ce qui se joue dans l'urgence de la mort annoncée. Il s'agit aussi d'une recherche qui interroge la possible existence de certains invariants structurels quant au choix de la maladie. Et enfin, Nathalie Alvarez montre avec brio ce qu'il pourrait en être du forclusif et de ses avatars somatopsychiques à travers un cas de glossodymie et un cas d'hyperacousie. Le premier de ces 2 cas est particulièrement tragique. La patiente étant la proie d'un imaginaire d'épouvante, comme hallucinée et possédée la nuit. La bouche brûle, tout le corps brûle. Dans l'autre cas, le sujet semble décrire un face-à-face avec le trauma qui le laisse sidéré et empêche toute symbolisation.
Là aussi, l'auteur suggère une analogie avec un vécu hallucinatoire. Et elle suggère que la fixation du symptôme même permettrait d'éviter la chute de l'édifice psychique. Ce chapitre de Cartel, je l'ai trouvé passionnant, tant il soulève de multiples questions, traçant des pistes tout en évitant de conclure, témoignant ainsi de l'apport du psychanalyste quant à la mise au travail de la souffrance. C'est Laurent Delumeau qui va reprendre tout ça et qui va le commenter à l'aune de sa propre pratique. Dans l'article suivant, sujet effracté, corps désarçonné, Daniel Epstein, qui a longtemps exercé dans le cadre de la PJJ, parcourt les effets du forclusif dans leur dimension primaire, secondaire ou locale. Faille originaire dans la forclusion primaire, ou ligne de fragmentation sous l'impact d'un événement traumatique dans la forclusion secondaire ou locale, abolition du processus de refoulement et mise en relation immédiate avec les figures du réel. Elle pose la question de la marge de manœuvre du psychanalyste dans la direction de la cure. C'est là le point que je trouve le plus passionnant dans cet article très fouillé, appuyé sur une réflexion de longue date, comme sur 3 vignettes cliniques exemplaires. Je cite page 181. Là où la part aveugle de la psyché se joue sur la scène du réel, le pari de l'analyste est de retraverser ces zones d'agonie, selon Ferenczi, des zones désertées d'images et de mots, de représentations. Le pari est de faire contenant, de faire par excitation. Faire bord au réel envahissant, le border en réamorçant les associations, réintroduire de l'histoire, de la fiction, des caches fantômes de l'objet, comme disait Leclerc, du mortier narcissique, qui colmate les crevasses et lisse les morceaux épars de la maçonnerie. Belle métaphore. Dans Raptus automutilateur et aux coupures signifiantes, Anne Lefebvre, qui a une très longue expérience hospitalière avec les enfants et les calimites, présente une situation clinique où l'automutilation de la patiente s'articule à un moment de renforcement du transfert imaginaire. Le moment psychotique est intense, mais bref, et le rêve qui suit, et qui peut être raconté et analysé, ouvre la voie à la guérison. À nouveau, la vignette clinique est très détaillée, impliquant étroitement la patiente et l'analyste. Cette dernière met en place une grille de lecture à partir de la notion de forclusion locale et pointe comment le collage de 2 signifiants en un seul mot gelé fait apparaître le lieu de la jouissance. Les hypothèses avancées mériteraient débat, assurément. Le risque de la théorisation est assumé, comme d'ailleurs dans tous ces textes tellement riches d'observations cliniques. Mais, Anne Lefebvre, le temps nous manque, on n'arrivera pas à tout faire. Oser le soma, dit Marc-Léopold Lévy. En quelques pages, ce grand habitué des publications de l'APM remet bien des choses en place, me semble-t-il. En rappelant une citation d'Henri Atlan, corrigeant Bichat, « La vie est l'ensemble des fonctions capables d'utiliser la mort », il nous remet au cœur du réel, du symbolique et de l'imaginaire, à l'épreuve de l'intrication, des intrications, de la pulsion de vie et de la pulsion de mort. Pour nous inviter à adopter une position de thérapeute analyste soutenant, en tant que nécessaire, le désir du patient. C'est Jean-Claude Aguerre qui va reprendre ce texte tout à l'heure. C'est à parler à son tour sur le forclusif, plutôt que sur la forclusion, que Jean-Pierre Basclet, qui a travaillé de longues années en milieu hospitalier, s'essaye dans son chapitre sur les maladies nécessaires. Essayer, c'est le mot qu'il emploie, modeste, et c'est réussi pourtant. Il approche le forclusif comme un mécanisme non spécifiquement pathologique, pouvant présider à l'éclosion de ces maladies nécessaires, à la différence des maladies accidentelles. Après avoir repris l'hypothèse freudienne du mécanisme de la Verwerfung et sa réécriture par Lacan dans la proposition de 54, l'auteur ouvre quelques pistes. Page 220, il inverse hardiment la proposition lacanienne de la forclusion.
Pour Lacan, c'est abord par le sujet d'un signifiant comme tel et l'impossibilité de cet abord. Pour écrire, abord d'un sujet par un signifiant qui se présente à lui comme tel et l'impossibilité de cet abord. D'actif, le sujet est présenté comme passif dans cette opération. L'opération forclusive ne serait pas agie par le sujet, mais il s'agirait plutôt d'un échec, échec de l'ancrage d'un signifiant dans le sujet, et que cet échec serait comme un aveu de faiblesse. Cette faiblesse renvoyant à l'état des moyens d'intégration psychique dont dispose le sujet au moment où le signifiant se présente à lui. Les signifiants fort clos gisent dans le réel. Le langage du corps peut être appelé à dire ce réel à travers les maladies nécessaires qui viennent y faire discorde. Voilà pour la partie andante. La dernière partie est intitulée polyphonie. Polyphonie, c'est une composition à plusieurs voix, indépendantes l'une de l'autre, le plus fréquemment chantée, le plus souvent faisant harmonie, mais pas forcément. Ici, c'est en fait l'ouverture à des voix nouvelles, à d'autres champs de recherche, à d'autres pensées que la partie invite. Alors cela commence avec un texte remarquable de Françoise Davoine, enseignant agrégée de lettres classiques, vous le savez, sociologue, enseignante à l'école des hautes études en sciences sociales et psychanalyste. Ce texte s'intitule « Du délire dans un service de réanimation ». Alors c'est de psychanalyse du trauma dont elle parle, psychanalyse réputée impossible et pourtant nécessaire, puisque ce sont les patients eux-mêmes de retour de délire qui la construisent. À partir du délire d'un patient en réanimation, après une très grave intervention chirurgicale, Françoise Davoine questionne le passage des écrits de Lacan dans la réponse au commentaire de Jean Hippolyte, dans lequel il s'agit de ce qui fait retour, l'hallucination, et de ce qu'elle cherche à montrer le réel tel que constitué par la forclusion. Avec aussi beaucoup de références littéraires, elle explore ce qu'il en est du transfert dans ce moment très particulier qu'est le délire post-traumatique. Elle montre en quoi il s'agit d'une mise en jeu des ressources vitales du patient et de quel savoir il est question dans ce champ du trauma médical et chirurgical, connexe du champ de la folie, et comment il arrive qu'on en sorte vivant, ce qui peut supposer qu'à un moment, il soit dit non au délire. C'est aussi d'approche transférentielle du trauma que parle Françoise Bessy à propos d'un travail thérapeutique avec Loïc. Madame Bessy est animatrice du centre Pierre Cazenave dédié à l'approche du traumatisme du cancer. Ici, elle convoque d'autres références théoriques que celles qui ont été le plus souvent appelées jusqu'à présent dans ce livre. On reconnaît Winnicott avec la continuité d'existence, Ferenczi, Abraham. Elle montre la difficulté pour le thérapeute comme pour le patient lui-même d'accéder au trauma, s'agissant de trauma destructeurs, du fait d'une non-inscription psychique. L'enjeu est alors de permettre au patient l'introjection d'une relation à l'autre qui le rende apte à sortir d'une topique de survie, d'un temps figé, et de redonner vie à l'enfant non attesté, retranché, l'enfant pré-traumatique. Temps figé renvoie par exemple au tremblement psychique dont parlait Françoise Davoine avant peut-être. C'est Laurent Delhomeau qui va parler de ce texte de Françoise Bessy. Arlette Pelé aborde ici la question des liens entre psychanalyse et neurobiologie. Un corps sans tête. Alors, un corps sans tête, ça peut s'entendre de trois façons. Un corps sans tête, un corps sans tête, hein, comme un têtu, puis là c'est écrit un corps sans tirer tête, comme l'entête de quelque chose. L'observation de la plasticité cérébrale permet d'avancer sur le couplage psychisme-cerveau et de remettre en cause l'idée d'une opposition entre causalité psychique et causalité organique des troubles mentaux. De même, les progrès de l'épigénétique remettent en cause le dogme de l'invariabilité du génome et tentent à justifier l'hypothèse d'une influence de l'environnement sur la réalité psychique. Alors, je signale que c'est exactement le sujet
dont on a parlé dans le dernier débat public de la psychiatrie consacré à l'autisme. Madame Pelé lit un cas de traumatisme objectif et l'interprète en psychanalyste grâce au travail de la patiente, puis le lit une deuxième fois à l'aide des notions neuroscientifiques. Jean-Claude Aguerre va commenter ce texte qui se termine par un appel au dialogue entre psychanalyse et neurosciences pour aborder et traiter les phénomènes psychosomatiques. Caroline Gillier, spécialiste de Wilfred Bion, signe un texte sur le chemin somato-psychotique de Bion. Alors Madame Gillier sait combien c'est pas facile de parler de Bion aux psychanalystes, notamment à ceux qui pensent en langue lacanienne. Peut-être parce que Bion cherche à dépasser la différence névrose-psychose, que son appareil théorique n'est pas franchement structuraliste, il a quelque chose à voir avec le naturalisme, et que son recours à la notion de personnalité peut déranger. Aussi, c'est à petits pas qu'elle nous emmène revisiter quelques notions clés de la pensée de Bion, pour nous diriger vers ce qui nous agite ici, le forclusif et ses avatars somatiques et psychiques. Tenter de nous faire le pont avec ce que Bion appelle la transformation projective, et dit-elle, c'est mes aventures. Mes aventures à la place d'avatar. Un premier pas concerne la théorie de l'activité de pensée. On sait que pour Bion, l'activité de pensée est ce qui caractérise le vivant humain, une condition de la croissance psychique, et quel est le résultat d'un développement imposé à la psyché sous la pression des pensées elles-mêmes. C'est la frustration inhérente à la découverte de l'absence de l'objet, pour autant que cette absence peut être supportée grâce à sa prise en charge par la rêverie maternelle, qui constitue la base de l'apprentissage émotionnel, nécessaire au développement de l'appareil à penser dans l'inconscient et plus avant de la métaphorisation. De la réussite ou de l'échec de la capacité de supporter la frustration dépend la quantité d'espace psychique disponible pour l'activité de pensée. Ce qui manque au psychotique, c'est l'appareil qui lui permettrait de ne pas rester conscient. Ce qui veut dire, je pense, à pouvoir métaphoriser. Les éléments alpha manquent, n'existent que les éléments bêta qui ne peuvent être rendus inconscients. Il n'y a ni refoulement, ni suppression, ni apprentissage. Madame Gillier nous fait faire un autre pas avec l'héritage mental animal primitif qui a à voir avec les sensations de la vie intra-utérine. Bion a mis en évidence l'organisation proto-mentale ou somato-psychotique de la personnalité où tout reste indifférencié. Dans son essai de formuler une équivalence à la forclusion lacanienne, Madame Gillier avance la notion d'opacité. Vous voyez, page 304, par exemple. Un secteur de l'esprit peut être rendu opaque, c'est-à-dire effacé, comme évacué, dans la mesure où ce qui devait l'habiter n'a pu être transformé, détoxiqué par la rêverie maternelle, et que l'esprit n'est pas capable de dépasser le stade des émotions thalamiques, faute de l'appareil pour les pensées. L'identification projective est pour Bion le premier mode de communication, et on se trouverait ici, dans le forclusif, en présence d'un excès pathologique d'identification projective. Quand je relis ce que je viens d'écrire, je trouve tellement d'analogies avec des textes, avec les résumés que j'ai faits de textes précédents que j'en suis saisi. Je ne m'attendais pas à ce que Bion me fasse cet effet. La chose la plus intelligente que j'ai jamais faite, c'est d'attraper le cancer. Cette phrase surprenante est extraite de Mars, ouvrage posthume de Fritz Angst, publié en 1977. C'est à partir de ce texte autobiographique que Jean-Claude Malval développe sa réflexion et met en lien le phénomène psychosomatique avec une carence du fantasme. C'est Jean-Claude Aguerre qui va rendre compte de ce texte, que pour ma part je trouve remarquable par la clarté de l'interprétation et la finesse de la restitution. En particulier en ce qui concerne la description de la progression des troubles, du changement que le déclenchement du cancer introduit dans l'économie libidinale, avec un ressenti d'amélioration de l'état psychique, et du rôle de la création littéraire dans la recherche d'une suppléance à la carence du fantasme originaire. Malval prend ici très nettement position sur les phénomènes psychosomatiques en lien avec la psychose, en tout cas en ce qui concerne ce cas. Solal Rabinovitch clôt cet ouvrage avec un texte intitulé « Les effets d'une fracture forclusive dans le réel du corps ».
Elle définit, c'est page 358, la fracture forclusive comme cette brisure première de la trace, qui empêche un bout de perçu brut de devenir une trace mnésique, Erinnerungsspur. Représentation de mots et représentation de choses étant dissociées, et toutes deux projetées dans le réel, c'est la subjectivation de la réalité qui est en défaut. Madame Rabinovitch introduit alors l'idée que le retour du fort clos reproduit la fracture elle-même et l'impossible rapport entre les mots et les choses. Et de noter que la forclusion se manifeste sous deux formes qui la rendent visible. La reproduction permanente de la fracture forclusive dans la schizophrénie et le retour du fort clos dans le réel du corps, dans la paranoïa. Le retour de la part signifiante détachée de la trace peut se manifester sous la forme d'une sensation synesthésique douloureuse qui partialise, coupe en morceaux, le corps propre. L'auteur en explore diverses modalités dans le registre de la doublure corporelle du délire et montre comment la paranoïa s'englue dans l'imaginaire du corps, donne corps à la jouissance de l'autre en paraphrasant Lacan. Après ce développement sur la fracture forclusive, pas très facile à suivre, il faut le dire, Madame Rabinovitch aborde la question du trauma en faisant référence à Ferenczi, ce qui va amener d'autres notions, comme la fragmentation, le clivage narcissique, qui peuvent avoir pour fonction de protéger contre les effets morbides, voire mortels, de l'effraction traumatique. Si la part morte, dématérialisée sous l'effet du traumatisme, a tendance à vouloir attirer à elle dans le non-être la partie non encore morte, la fragmentation peut constituer une voie réparatrice. Dans les moments où le système psychique fait défaut, l'organisme commence à penser. Citation extraite du journal clinique de Ferenczi. Nous retrouvons ici des observations qui ont déjà été faites dans d'autres textes. Je pense en particulier à celui de Françoise Davoine, sur le délire en réanimation. Et le passage sur le trauma peut aussi être mis en discussion avec l'article d'Arlette Pellet, avec celui d'Ouchant-Guiliardi sur les psychosomatiques et psychiques, avec ceux du cartel clinique, d'autres encore. Donc vous voyez, c'est un livre qui finalement se clôt sur un article qui renvoie à presque tous les autres. Et je trouve que la construction finalement est assez bien faite, elle nous donne à penser, et je pense qu'il faut en remercier les éditeurs.